Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode de fin de séance. Un épisode où je recevais Baptiste Beaulieu, écrivain, et Pierre-Julien Alquier, joueur professionnel, avec qui on a pu parler du film Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur, un film de Guy Ritchie sorti le 17 mai 2017. Mais on a aussi parlé en deuxième partie du show d'Alien Covenant. On n'a finalement pas fait d'épisode dédié, mais voilà, je pense qu'on en a presque plus parlé que Le Roi Arthur. Film de Ridley Scott, Alien Covenant, avec Michael Fassbender, Catherine Waterston et Billy Crudup, qui était sorti le 10 mai 2017. Voilà, quoi dire de plus si ce n'est que bon, c'est un enregistrement un peu spécial parce que on va dire qu'on était tous un petit peu fatigués, donc vous nous excuserez si si on n'a pas l'air très très péchu, mais je pense qu'on dit des choses assez intéressantes tout de même. Donc voilà, n'oubliez pas d'aller aimer la page fin de séance sur Facebook, d'aller vous abonner sur le flux RSS sur iTunes, et bien sûr vous abonner également au Twitter, à l'Instagram comme d'hab quoi, hein. Ok, bon allez, bisous à tous et bonne écoute. MP3, tu sais, celui que je décide d'utiliser. Vas-y, mais laisse ça de suite ici, c'est pour m'engager. C'est pour m'engager au MMA, tu sais. Excuse-moi, 190 balles. Ceux qui ont mis 4 étoiles au Roi Arthur, c'est Closer et Femme Actuelle. non, mais moi, la presse, je ne lis jamais la presse. La presse ne veut rien dire pour moi. À partir du moment où tu es payé pour faire quelque chose, tu es souillé. c'est vrai, tu es souillé, c'est faux. Non, mais t'es payé pour donner un avis, qu'il soit positif ou négatif. On te paye pas pour qu'il soit forcément positif. Exactement. Tu es payé pour donner un avis positif ou négatif. Encore une fois, c'est la même discussion qu'on a eue tout à l'heure. Il n'y a pas de nuance, tu vois. C'est toujours, toujours plus vendeur de dire ce film c'est de la merde. Oui, voilà. Mais en général, personne ne veut lire ça. Personne ne veut lire quelqu'un qui reste dans la mesure. Oui, il y a des bonnes choses, il n'y a pas des bonnes choses. Du coup, la personne elle se dit, je sais pas. Est-ce que je dois aller au cinéma ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, tu fais pas vendre. Alors que moi, c'est gratuit ce que je fais. Et toi, ce que tu vas dire, c'est gratuit. 500 Donc mesure bien tes promos. Ah, baby Bobby, pardon. 500 pompes quotidiennes et 10 kilos de muscle pris. Pour Jean-Claude? Pour Jean-Claude Dunham. Unam. Jean-Francis Unam. Alors oui, déjà, est-ce que vous avez une pensée à dire? Parce que Tom Hardy va jouer dans Venom. Il va y avoir un spin-off de Spider-Man. Venom comme perso. Après, je préfère Carnage. J'aimerais bien voir Carnage. Peut-être qu'il sera dedans aussi. Mais... C'est pas un peu genre raté de faire Tom Hardy arriver dans le Marvel Universe, mais en tant que méchant qui va probablement genre mourir dans son film? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Puisque c'est un méchant. Il va probablement être tué par Tom Holland qui joue Spider-Man. Alors, attends, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça signifie que là, le titre du film, ce sera Venom? Ouais, donc probablement il va pas. Ok, il va peut-être pas mourir dans son film Venom, mais dans Superman 2, tu vois. Mais ça serait Spider-Man 2. Ça serait la première fois qu'il y aurait un film Marvel sur un super vilain. Ça, c'est intéressant. Sur un film Marvel, oui, c'est vrai. Après, il y a eu, pour le DC, il y a eu Suicide Squad, donc quelque part, soi-disant, c'est censé être des vilains. C'est vrai. Mais en fait, je vois pas du tout l'intérêt, quoi. Des milliers de trucs qu'il y a à faire ou qu'il y a clôturé dans le Marvel. Si je me souviens bien, la critique justement qui était faite à Suicide Squad, c'était le fait que c'était pas vraiment des super vilains. Ouais. Donc, si là, vraiment, ça peut être vraiment un film sur un super vilain, ça serait chouette. Parce que, regarde, le film s'appelle Venom, ok? Donc, admettons, ok, on va probablement voir Spider-Man. Bah oui. Mais on va pas voir le clash Spider-Man Venom qui va conduire à la fin de Venom, parce que probablement ils vont se le réserver. Voilà, sinon ils vont se le réserver probablement pour Spider-Man 2 ou un truc comme ça. Donc, il faut que Venom survive.
Mais quand même, sois méchant, parce qu'on est d'accord, on va pas garder juste l'astronaute qui se fait envenimer par l'extraterrestre pendant tout le film. symbiote, ouais. Donc il faut vraiment qu'il soit méchant. Oui, non, parce que dans la BD, c'est parfois Venom, il aide Spider-Man. C'est arrivé, ça, souvent. Ouais, mais bon, ça arrive au bout de Ouais, combien de morts, vrai, tu vois. vrai. Oui. Mais c'est ça, non, mais c'est pas possible. Genre, à moins qu'ils se disent, on fait un Hannibal Lecter, mais même Hannibal Lecter, il Non. perd à la fin de Et j'avais lu son... qu'il voulait faire un film, une sorte de film qui fait peur, vraiment, un film qui fait peur, tu vois. Ah oui, voilà. Alors, voilà, soit, sinon, ils le prennent comme film d'horreur. Ouais. Et là, par contre, ça on peut. arrête de rigoler et on tue 1000 personnes dedans, quoi. Il y avait la série, je sais pas si t'as vu, ils vont faire la série Star Trek qui va passer sur, Oui, j'ai vu la bande-annonce sur Netflix, ouais. Elle a l'air très bien. Ça a l'air pas mal, hein, parce Ouais. qu'en fait, du coup, ça va s'inscrire par contre dans les nouveaux films. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pas dans l'ancien très bien. canon, etc. Très bien. Donc ça va s'inscrire dans les films avec Chris Pine, etc. Ah, super. Donc c'est vrai que parce que moi j'ai jamais vraiment non plus trop aimé les Star Trek, quoi. Tu vois, j'ai toujours été plus fan de Star Wars, mais par contre j'accepte fortement les nouveaux films Star Trek de J.J. Abrams. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. De toute façon, DJ Hams, il chierait sur la table, tu dirais, oh, vous avez bien Alors mangé. là, pas du tout. Je suis pile justement le gars qui est quand même assez critique de ce gars. Genre moi, Super 8, j'ai pas du tout aimé. Ah ouais? Ah ouais, non. Et toi non plus? Non plus. Ah J'ai bien aimé. ouais, pour moi c'était, enfin pour moi en fait il se passait rien. C'est typiquement le film où tu enlèves les protagonistes, il se passe exactement la même chose, donc ça m'intéresse pas. Mais voilà, mais bon, bref. Mais je trouve ça pas mal quand même, ce qu'il a pu faire pour l'instant. Et après, j'ai vu une interview, je sais plus si c'est de Kathleen Kennedy ou quelqu'un d'autre, c'est une productrice de Star Wars, Ouais. qui disait, je spoil rien là, qui disait, alors c'est peut-être juste pour le merchandising, le marketing, elle prépare la sauce, tu vois. Elle disait, préparez-vous à tomber votre chaise, il y a une révélation dans le prochain Star Wars, mais qui à côté de laquelle Dark Vador qui dit à Luke je suis ton père paraîtrait vraiment du pipi de chat, quoi. Elle dit c'est un truc incroyable, énorme. Enfin ouais, je vois pas trop. Parce qu'on a déjà pensé à tout, donc je vois pas en quoi elle pourrait nous surprendre, quoi. Bah je t'avoue que ouais, je sais pas ce que ça pourrait être exactement parce que y a, sur Rey j'imagine le fait que ouais mais bon enfin en même temps Rey, la théorie que j'ai lue récemment, c'est qu'en fait, c'est la réincarnation d'Anakin, ouais. Anakin Skywalker? Oui. C'est n'importe quoi. Ah non, ce serait pas bien, ça. Ce serait mieux que ce soit la réincarnation d'Obi-Wan. Ouais, mais non, parce qu'en fait, Obi-Wan, c'est une vraie personne, alors que Anakin, c'est quelqu'un qui est créé par la Force. Ah. Donc là, il dirait qu'en fait, c'est pour ça qu'elle a eu ses visions et qu'elle, en fait, elle se rappelait... Je crois qu'à un moment, elle s'est rappelée de Mustafar. Il faudrait que je revoie le 7, peut-être. Mais bon, le 7, c'est très chiant, quoi. Ça voudrait dire que quelqu'un l'a porté comme Shmi Skywalker a porté Voilà, peut-être, ouais. D'accord. Mais qui l'a porté? Ça, je sais pas. Et voilà. Et oui, il faudrait qu'elle soit née juste après la mort de Dark Vador. Et ouais, parce qu'en fait, j'allais dire, genre, imagine Dark Vador s'est fait cloner sur Camino, tu sais. Et ensuite, il l'a déposé là. Ouais, mais non, c'est nul. De toute façon, là, je t'avoue que les nouveaux Star Wars, là, ouais, je pense que je préfère d'avance les spin-offs que ces histoires-là, quoi. J'espère qu'ils vont arrêter de nous parler des étoiles noires et des trucs qui envoient des rayons laser sur les planètes, parce que j'en ai marre, là. Pour le deuxième, je pense qu'il y aura pas d'étoile noire, mais... Bah, il y a intérêt, hein. Peut-être pour le troisième, pour le 9, il y aura une étoile noire. Gars... Mais ça fait une bonne transition, pour parler d'épuisement de franchise, une bonne transition sur Alien Covenant. Mais non, mais on va pas parler d'Alien Covenant maintenant. Arrêtez de non, après, tu vois, il y a un truc que moi j'ai mis dans les Star Trek et qu'on retrouve pas trop dans les Star Wars. Dans les Star Wars, les antagonismes sont humains. C'est-à-dire que c'est humain versus humain. Ou Jedi versus Jedi, tu vois. Ouais. Enfin, c'est pas la race humaine contre une autre race, comme les Klingons, les Borg, tu vois, tout ça. Et ça, j'aimais bien cette idée-là du choc de civilisation entre différentes races qu'on retrouve dans les Star Trek et qu'on retrouve pas du tout dans les Star Wars, tu vois. Ouais, parce que après Star Trek, ça a été inventé donc dans les années 60 et c'était un peu comme les X-Men, c'est-à-dire que Roddenberry à la télé, à chaque fois, il écrivait des choses pour parler de ce qui se passait dans la société, donc le racisme ou alors l'homosexualité ou des conneries comme ça. Et du coup,
du coup, ouais, ça se transcrivait plus dans les sujets sociétaux actuels, alors que oui, dans Star Wars, on est plus dans le mythe, enfin l'odyssée du héros. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et c'est beaucoup moins sociologique Star Wars que Star Trek. Dans les films, oui. Après, dans l'univers étendu, il y a toujours des mini perles, des trucs intéressants, etc. Et d'ailleurs, on en revient à la question que je posais, je sais plus quand. Ah oui, pour Guardians of the Galaxy la dernière fois, justement. Sur le fait que je sais que c'est dans l'univers étendu de Star Wars, on explique que l'Empire est un peu raciste. Et qu'il ne veut que des humains. Et c'est pour ça qu'on voit très rarement des aliens, parce que les troopers, c'est que des humains, quoi, tu vois. Et puis oui, dans l'Empire, c'est pas expliqué dans les films, en fait, c'est que dans l'univers étendu. Et puis dans l'Empire, les postes clés de commandement sont en général réservés aux humains. Il y a quelques exceptions. Et voilà, et c'est pour ça, oui, avec tous les... Mais bon, là on rentre dans les trucs de geek, quoi, mais c'est vrai que c'est intéressant, et bon, ça rajoute juste un peu plus de nazisme à l'Empire. Mais c'est vrai que tant que c'est pas adressé dans le film, c'est même pas un sujet, tu vois. Mais d'ailleurs, et c'est ça aussi que j'ai pas aimé, notamment dans l'épisode 7, c'est que normalement, on est dans Star Wars, donc tout ce qui est genre, tout ce qui est race, etc., tout le monde s'en fout. Or, il y a eu un moment, cette scène avec Rey au début, où, tu sais, elle doit se défendre contre des gens qui l'attaquent, et soi-disant, Finn, à un moment, il va vers elle pour l'aider. Non, en fait. Je sais pas, il irait pas aider un mec, il irait pas aider... c'est bizarre. Et il y a cette espèce de clin d'œil qui est fait exprès pour dire « Non, mais c'est pas parce que je suis une fille que je ne sais pas me défendre. » Oui, moi je le sais. Finn est censé encore mieux le savoir, puisqu'il vit dans un monde où il y a ni sexisme ni racisme, tu vois. Donc c'est quand même... pas de sexisme, mais en attendant, c'est quand même des femmes que Jabba le Hutt réduisait en esclavage sexuel, tu vois ce que je veux dire? Oui, après peut-être qu'effectivement, mais c'est parce que Tatooine, c'est, tu sais, la bordure extérieure dans Star Wars, c'est un peu notre monde, quoi. Et puis on peut voir, il y a le comportement d'Han Solo. J'ai vu une vidéo récente sur le comportement d'Han Solo dans l'Empire contre-attaque. Non, c'est très sérieux par rapport à. Je l'ai vu, par rapport à Leia, et il agit comme un violeur. Il agit comme un prédateur sexuel, et ça, c'est très gênant en fait. Attends, pourquoi il dit quoi en fait? C'est quoi? Quels sont ses comportements ou ses actions? Il est un peu il essaie de la soumettre, de la forcer un petit peu. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs. Il y a pas forcément le consentement en fait. Tu t'aperçois qu'il a séduit soit par la frayeur, soit par la surprise, si tu veux. Il joue pas franc jeu dans le jeu de la séduction. Ouais, tout à fait. Donc en fait, c'est-à-dire, c'est quoi le franc jeu du coup? C'est s'asseoir autour d'une table avec elle et dire, écoute Leia, je pense que j'ai des sentiments pour toi. Enfin, je sais que là, on est en train d'être suivi par l'Empire. Tu regardes la vidéo, il s'est plus développé sur la vidéo avec de solides arguments que je n'ai plus, mais qui sont recevables. D'accord. Et puis il y a toujours cette idée de la regarder, mais j'ai envie de la réfuter quand même. Non mais c'est cette idée importante de cette idée que on transmettrait aux garçons, que quand les filles disent non, ça voudrait dire oui. Ah d'accord. Voilà, et ça c'est quand même intéressant. Contre, j'avoue qu'il faudrait que je le regarde, mais si effectivement. Oui, c'était ça en fait. Oui, c'était par rapport à ça. C'est le fait que par rapport au consentement, que que certains garçons pensent que quand une fille quand une fille dit non, ça veut dire oui. Alors qu'est-ce que tu dis? Non, on fait croire en fait cette vidéo elle engramme dans la tête des oui, d'accord, je vois ce que tu dis. À juste titre, ils ont raison d'insister quand une fille dit non parce qu'il y a quand même une possibilité qu'elle est quand même oui, d'accord, oui, bien sûr. Non, bien sûr, à juste titre. D'accord. Ça abîme un peu le mythe de l'Empire contre-attaque, c'est assez... Ah non, Han Solo, ne l'oublions pas, est un contrebandier, hors la loi, ok, donc violeur, en plus, pourquoi pas, ouais. Sauf qu'il s'adoucit dès la fin de l'épisode 4. Par contre, en fait, c'est fin de séance ou fin de Star Wars Trempez vos violeurs dans de la carbonite, et ils en sortiront, mais vraiment nickel. Oui, il a été refroidi, t'as raison, il a vraiment été refroidi. Et c'est une métaphore pour refroidir la carbonite, ça permet de refroidir ses pulsions et ses sexuels. Et ça te rend plus humble. Ça le rend plus adapté à la société. Tu crois? Ouais. Je pensais que c'était une métaphore du sécos, moi, tu sais. Du sécos? Le sécos, c'est le centre de conservation des semences masculines et féminines. Ah. Tu sais, c'est là où on met tous les dons de sperme, d'ovaires, tout ça. Mais ça, tu couperas, hein, c'est pas... Non, je couperai rien du tout.
Attends, mais tu veux dire qu'il y a pas qu'un seul centre, c'est pas possible. Ah non, mais il y en a un par département. Oui, voilà, on est d'accord. Genre, c'est vite, réfrigère-le. Pensez à quelqu'un qui a une... Ça, je vais le couper par contre. Oui, c'est ça. Bref. Par contre, on n'est pas venu pour parler de Star Wars, si. On est venu pour parler de... Je t'ai demandé de regarder les news ciné. Qu'est-ce que t'as fait? Tu nous as sorti la poudre de perlimpinpin. C'est pas faux. Et pour Star Wars, tu vois, je réfléchissais à un truc. 2 choses, en fait. Il dit, il y a bien longtemps dans une lointaine galaxie. Donc déjà, s'il y a bien longtemps, où est-ce qu'elles sont, toutes ces races, tous ces vaisseaux, tout ça? Pourquoi on ne les voit pas? Enfin, dans une lointaine galaxie, oui. Oui, c'est pas parce qu'elle est lointaine, vu la vitesse de la lumière qu'ils peuvent Non, parce que atteindre avec tous les voyages qu'ils font sont intragalactiques. Intragalactiques, ouais. Ah ouais? Ils ne peuvent pas sortir de la ouais, ils en sortent pas. Ah. D'ailleurs, il n'y a même pas de midi-chlorien hors de la galaxie. Ah bon? Ouais. T'es sûr de ça? Ouais, parce que dans l'univers étendu, il y a la race des Yuuzhan Vong qui viennent de l'extérieur de la galaxie. Et ils ont pas de midi-chlorien. Donc ils ont pas d'utilisateur de la force. Effectivement. Comment tu le sais, ça? Tu l'as lu où? C'est dans l'univers. Mais ça, c'est plus valable, hein, tu sais, maintenant. C'est plus Disney. canon. C'est plus Disney canon, a tout annulé, il a fait table rase. Ouais. Le roi Arthur, 2 points, la légende d'Excalibur. C'est le titre. Le titre est pourri, quoi. C'est le titre en français. En VO, c'est King Arthur, Legend of the Sword. Ok, donc film de Guy Ritchie sorti le 17 mai 2017 avec Charlie Hunnam, Astrid Bergès-Frisbee, Jude Law, entre autres. Jeune homme futé, Arthur tient les faubourgs de Londonium avec sa bande sans soupçonner le destin qui l'attend jusqu'au jour où il s'empare de l'épée Excalibur et se saisit dans le même temps de son avenir. Tintintin, petit clip. Tu n'as plus à te sauver, tu n'as plus à détourner les yeux, tu n'as plus à détourner l'épée est tienne, mon fils. Prends-la. Pourquoi est-ce que l'épée se révèle aujourd'hui? Je vais te montrer, On verra alors ce que ça donne. Lève-toi, le roi Arthur. Bon alors, qu'est-ce que vous avez pensé du roi Arthur? Ben écoute, je pense que c'est une purge. Je pense que ce film est une purge. Je pense que Guy Ritchie, que j'aime beaucoup, que j'ai aimé dans certains films, tu vois, maintenant, c'est dommage, il filme avec ses pieds, pour pas dire autre chose, voire même la partie de son corps qui voit jamais la lumière, si tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment mauvais, quoi. Son trou de balle, tu vois, ouais, dire voilà. Qu'il a une steadicam plantée sur son cul et qu'il filme Exactement. avec. J'avais envie de gerber à cause du montage qui est épileptique, c'est pas possible, quoi. Tu sens qu'il y a le clipper derrière qui s'est fait plaisir, qui se donne... En fait, c'est l'exemple typique du mec qui veut se donner un style, et en se donnant du style, il invente des trucs en se disant tiens, je vais mettre plein d'images en même temps et tout ça, ça va faire du style. Ben non, ça fait juste plein d'images en même temps qui sont complètement désordonnées et qui nous donnent envie de vomir le petit déjeuner, quoi. Vraiment. Tu l'as vu en 3D ou en 2D? En 2D. En 2D, avec ok. son Atmos. Mais t'as des scènes sur ça où en gros les scènes d'action, les scènes de choses comme ça, pour toi ça allait trop vite, quoi. Montage trop rapide, montage... Un combat, c'est beau quand tu peux voir la chorégraphie du combat. D'accord. Quand tu vois juste paf, 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 coup d'épée, que tu vois même pas d'où part le coup d'épée, où il arrive, mais que tu passes un peu mon coup d'épée d'après, il y a pas de chorégraphie du combat, quoi. Alors attends, tu parles des scènes de combat avec Excalibur ou des scènes de combat en général? Tout, j'en sais rien, tout est d'un ridicule, à part les dorsaux de Charlie Hunnam, tout est ridicule dans ce film, quoi. C'est dingue, à part peut-être la scène d'ouverture qui est plutôt bien faite, qui est jolie. Je suis désolé. C'est marrant ça, parce que... Pardon, vas-y. Non mais la scène d'ouverture, enfin elle est ultra typée épique en fait, tu vois. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, le film commence et il commence avec des olifants, etc. C'est dingue. Je trouve que effectivement, voilà, pour te dire, sur certains dialogues, Guy Ritchie a fait un peu trop de Guy Ritchie, dans le sens où en gros, je sens des blagues de papa qui étaient de l'époque de Snatch, des blagues modernes. Quand il y a des dialogues à base de vieux Mike ou Mike le Gros, de qui tu parles, etc. Quand il y a ces dialogues-là, je vois où il veut en venir et je pense que ça traîne un peu trop, où il veut un peu trop en faire, où je vois le mec qui veut me faire rire, mais c'est un petit peu trop, mais c'est pas non plus pour moi à jeter. Et surtout le fait que, bizarrement, en fait, on arrive à Londonium
juste après avoir eu une scène épique digne du Seigneur des Anneaux, je me dis tiens, il y a un truc étrange mais assumé et j'étais d'accord. Après, voilà, ma vision de ce film, c'est que on est vraiment dans le pur mythe du héros à la Joseph Campbell. On est dans une pure analyse des combats internes d'une personne pour, en gros, s'améliorer tout simplement et devenir la personne qu'il est censé vouloir être. Tout le long de ce film, s'extraire de sa condition d'homme pour être le roi. Il y a plein de dialogues qui sont intéressants, notamment la mage, à un moment qui lui dit tout le monde détourne le regard, même moi je le fais, mais ne pas détourner le regard, sous-entendu de ses problèmes, c'est ce qui différencie l'homme du roi. Et il y a tout le temps ça, tout le temps le mythe vraiment du héros, toujours avec le je vais combattre dans les ténèbres pour me déconstruire puis me reconstruire, etc. On a vraiment tout le truc qu'il faut. Et en fait, la question c'est, est-ce que, certes, classique mythe du héros qu'on a pu voir dans plein de choses différentes, notamment d'ailleurs de Star Wars dont on a parlé tout à l'heure, est-ce que c'est intéressant à dire de cette façon-là ? Et j'avoue que moi, j'ai plutôt apprécié. J'ai adoré Jude Law. Il était excellent. Charlie Hunnam, je sais pas. Et je sais que ce film fait un bide, et je sais pas, je l'aime beaucoup ce gars, et d'ailleurs il vient de Sons of Anarchy. Ouais, je l'aime beaucoup. Qui est d'ailleurs, si tu réfléchis, d'ailleurs Sons of Anarchy c'est un peu la table d'Arthur en fait aussi. Et je sais pas si il peut porter un film comme ça encore sur ses épaules, tu vois, je sais pas, qui sont musclés, je suis d'accord. Il a un certain charisme. Il a un charisme, mais tu vois ce que je veux dire, est-ce que il suffit à... Je fais, parce que j'ai envie de faire le parallèle avec Sherlock Holmes, est-ce que Robert Downey Jr. est capable de porter un truc comme ça? Voilà, parce que c'est le charisme, est-ce que c'est le charisme de Robert Downey Jr. ou la compétence de Guy Ritchie qui font que Sherlock Holmes est bon? Je pense que les deux, clairement, parce que il y a des super idées dans Sherlock Holmes, et dans celui-ci, voilà, moi de ce que je peux dire de ce que fait Guy Ritchie, c'est plutôt en termes de sa narration complète. Après, en termes d'inventivité, j'avoue que voilà, on a quoi? On a les montages. Les montages, j'avoue que j'ai adoré, c'est-à-dire le fait de voir Arthur grandir, mais aussi pas mal de petites choses comme ça. Moi j'aime les 10 premières minutes. Justement, je voulais prendre le contre-pied de Jean-Baptiste par rapport à cette idée de montage frénétique, puisque j'ai beaucoup aimé cette scène en particulier, donc qui dépeint l'enfance et l'adolescence d'Arthur comme voyou de rue plus ou moins. Ouais. Voyou de rue au grand cœur a priori, mais voilà, c'est une succession de plans très très rapides. Je crois que c'est rythmé en musique d'ailleurs. Ouais. Et j'ai trouvé ça plutôt agréable, plutôt chouette à regarder. C'était un montage que j'ai trouvé vraiment bien. J'ai aimé le personnage de méchant de Jude Law. Le design aussi des sirènes. Donc, ah oui, qui est la pieuvre sirène à 3 personnes là, c'était pas mal. J'avoue, elle est très bien faite. Elle est très bien faite. Et puis j'ai bien aimé ce côté, je m'y attendais un petit peu, ce côté truc de la rue quoi, comme à chaque fois dans Snatch, dans les trucs de Guy Ritchie, surtout que a priori avec un roi, ça fait un peu du contre-emploi en fait, je trouve, de voir comme ça un voyou qui vit dans un bordel, qui vit de petits trafics, qui petit à petit devient finalement le roi. C'était plutôt original, donc j'ai bien aimé. Après, le scénario reste très standard, on va dire. Il y a pas de... Donc c'est plus, voilà, la manière de le traiter, en fait, c'est l'esthétique et le montage que j'ai trouvé, la musique que j'ai trouvé sympa, pas le scénario en lui-même. C'est pour ça que je peux pas dire que ce soit un film fantastique, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, mais le truc, c'est que voilà, il y a rien d'extrêmement original. Pour moi, c'est quelque chose de plaisant, des acteurs convaincants, même si on a David Beckham qui vient faire un petit coucou. Ça aussi, je sais pas si c'était pas tu vois, c'était pas indispensable en fait d'avoir ces petits clins d'œil. Du coup, c'est vrai que Guy Ritchie là, j'aime pas quand ils ont trop d'indulgence envers eux-mêmes, quoi. Où ils se disent, tiens, je peux me permettre de m'amuser là, si ça sert pas vraiment l'histoire. Mais j'ai quand même passé un bon moment et j'ai toujours trouvé assez intéressant, parce que voilà, il faut que j'avoue, j'ai écouté un podcast avec Guy Ritchie avant,
Et en fait, il a tout de suite parlé de tout ce qui était lecture sur un autre degré de son film. Forcément, j'ai eu les yeux qui étaient un petit peu biaisés par ça quand j'ai commencé à regarder le film. Donc j'ai moins payé attention à tout ce qui est détail de l'histoire. On parlait tout à l'heure de la présence de serpents, l'utilisation de serpents par les mages ou l'histoire des mages dans le truc. Mais j'étais beaucoup plus dans la symbolique de absolument tout ce qu'il y avait dans le film. Et je trouvais qu'effectivement, c'était toujours très intéressant. Et presque à chaque fois qu'il y avait des dialogues sur ces sujets-là, j'étais plus en introspection et en faisant « Ah ouais, intéressant, c'est bien joué, bien mené. » Et du coup, je voyais, voilà, en gros, cette personne devenir la personne qu'il voulait ou devait être, avec assez d'intérêt, en fait. Oui, mais du coup, t'as un biais, puisque t'as regardé le film en ayant déjà plus ou moins des clés données par le réalisateur. C'est vrai, mais bon, tout comme des gens, vous pourrez avoir un biais en ayant vu des bandes annonces, etc. Mais voilà, en tout cas, c'était ma vision du film. Malheureusement, aucun de nous ne l'a vu en 3D, et il semblerait que, en tout cas, après l'avoir vu en 2D, je me rends compte qu'il y a pas mal de scènes d'action qui sont pensées en 3D, où il y a des choses qui se passent sur plusieurs plans différents. Donc je regrette un peu. J'ai eu une discussion avec des responsables du cinéma à Gaumont à Toulouse, où en gros ils n'étaient pas non plus ultra ravis de la 3D de ce film. Alors je sais pas si... Sur Twitter Ouais. Et je sais pas si, par contre, c'est parce que ici on a que de la 3D passive. Parce que moi, de ce que j'ai lu comme article, il y a des gens qui sont partis le voir en 2D puis en 3D et qui ont dit que quand même la 3D était un gros plus aux scènes d'action, en fait. Donc c'est vrai que ce que tu reprochais tout à l'heure, Baptiste, aux scènes d'action, peut-être le montage rapide, mais la non-lisibilité au moins, peut-être vient du fait que tout est ramassé en 2D au lieu d'être sur plusieurs plans différents en 3D. Et ça, c'est vrai qu'on le voit dès le début, dès la première patte de l'olifant qui arrive sur première scène, quoi. Tu te dis, ah ouais, ça, c'est vrai qu'en 3D, ça donnerait peut-être un peu mieux, en fait. Il y a presque, je trouve, dans certains affrontements, il y a un côté esthétique jeu vidéo, un petit peu. Oui, et c'est pour ça que je voulais rebondir, que j'étais en train de chercher. Bon, c'est un peu compliqué. Les auditeurs, je voudrais qu'ils tapent Shao Kahn sur Google et qu'ils regardent Google Images. Voilà l'empereur Shao Kahn dans Mortal Kombat. Ah oui, tout à fait. Excuse-moi, quoi. Ah oui, c'est par rapport à Jude Law, c'est ça ? C'est le copier-coller du méchant de Jude Law. Ouais, c'est vrai. D'accord. Voilà. Est-ce que moi j'ai bien aimé les costumes un peu en cuir machin. Alors je sais pas, oui, on voit qu'ils ont envie que tu dises qu'ils sont cool, mais oui, je trouve ça cool en fait. Non, vous avez pas aimé sa façon, enfin tous les costumes de ce film. Bah, pour le coup, on est à certains moments, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans de l'heroic fantasy type Seigneur des Anneaux. Et à certains moments, on est dans des costumes de bandits de rue, quoi. Ouais. Presque même 18e ou 19e siècle, en fait. Et c'est ce contraste qui est rigolo, qui est assez inattendu, je trouve. Après, et vous le disiez, hors antenne, il y a moins de... Voilà, on s'attarde moins au niveau des personnages, mais encore une fois, comme j'ai eu ma vision un peu biaisée, je m'en fous en fait, parce que moi, les autres personnages pour moi font partie d'un même personnage et font partie de la tête d'Arthur en fait. Je suis pas d'accord avec toi là, tu dis. Mais en même temps, attends, je finis. Mais en même temps, j'en retire quand même. Enfin, je ne les ai pas non plus tous oubliés. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a peut-être pas eu le temps de dessiner tout le monde, mais je retiens quelques bonnes scènes. C'est-à-dire que que tu l'aimes ou pas, moi je me souviens de Kung Fu George, tu vois. Je me souviens je me souviens de Littlefinger de Game of Thrones là, qui voilà, j'aime bien ce personnage qui d'ailleurs je trouve que il faudrait plus l'utiliser en tant que gentil dans les films parce que je trouve que ça lui va plutôt bien dans celui-là, il est assez convaincant. Et je me souviens de cette petite scène très intéressante qu'il y a entre Jude Law et un des compagnons d'Arthur, qui se retrouve un peu mal en point devant Jude Law. Et ça, elle est très belle, donc, cette scène, je suis d'accord. Certes, il n'y a pas des particulièrement de second rôle très étoffés, mais en fait je dirais que c'est plus
il y a pas vraiment ce sont tous des seconds rôles. Même Arthur quelque part, c'est un second parce qu'on voit quand même beaucoup de Jude Law dans ce film. Mine ce que tu veux dire, c'est que ce sont des seconds rôles qui sont là pour servir les plats à l'histoire principale, qui est celle d'un individu qui va se découvrir et qui va devoir se révéler roi. Après, c'est le but d'un second rôle aussi, hein. C'est là pour servir. Sauf que même si voilà. Ça ne nous raconte pas ça. Ça ne raconte jamais ça. Ça ne raconte jamais quelle leçon il va apprendre de son état de prolétarien de base pour devenir roi. Il y a aucune leçon dans ce film. Il va tuer, il va sauver, il va sauver. Je suis pas trop d'accord parce que justement, c'est toute une introspection sur son passé qu'il ne voulait pas, ou plutôt qu'il voulait balayer de sa mémoire, et justement, ça lui apprend à être à tout accepter de là d'où il vient. On a vu ça 10 000 fois. Ah, donc voilà, donc t'es quand même d'accord que ça y est quand même. Mais après qu'on l'ait vu 10 000 fois, je suis d'accord, parce que c'est vrai que... C'était déjà dans la Bible quand Jésus va dans le désert, où il monte en haut du mont. C'est qu'en fait, je suis d'accord, c'est une autre... Mais la Bible, c'est aussi le mythe du héros, quoi. C'est pareil. Après, Death and Resurrection of King Arthur, c'est pareil, quoi. C'est vrai moi, je serais assez d'accord avec Baptiste dans le sens où on ne peut pas dire que le fait qu'ils viennent de la rue, qu'ils viennent du prolétariat... On sent pas que ça va l'aider dans son éducation de roi à justement faire régner justice et égalité pour le peuple. La fin, c'est totalement ça. Quand ils sont avec la table ronde qui est en train de se faire adouber par des potes qui sont des roturiers, tu vois que là on sort totalement. C'est vrai. On va sortir totalement de la manière aristocratique en gros de faire les choses. Il le dit même. Et sa première relation diplomatique avec les Vikings, c'est purement une relation diplomatique de bandit, justement, au lieu d'être un truc de roi. C'est pile ça, justement. Quelle leçon il apprend dans le film? Explique-moi quelle leçon il apprend. Putain, mais je l'ai déjà dit. Je te dire, de ne pas faire fi de ne pas se voiler la face, en plusieurs. Non, bah putain, 2h30 pour ça, quoi. Mais non, bah, attends, il y a pas que ça aussi. Il y a le fait qu'il triomphe, etc. Non, mais comme d'habitude, qui débarque comme ça. Non mais je peux pas spoiler, mais à un moment t'as un serpent géant qui débarque comme ça, qui nique tout le monde, tu sais pas pourquoi. Enfin, tu sais pourquoi la mage elle a créé ça, pourquoi elle l'a pas créé avant, tu sais pas pourquoi elle a pas essayé de tuer le roi avant avec son serpent géant, tu sais pas pourquoi non plus. Mais ils ont essayé, mais ils sont ratés. C'est une blague ce film. Ils ont essayé avec des flèches, ils sont ratés. Ça c'est Guerici qui l'a dit dans ton podcast. Mais non, mais ils ont essayé avec des flèches, ils l'ont raté, c'était dans le film. C'était pas si facile de le tuer. Ils ont essayé avec des flèches, mais ils auraient pu essayer avec un mammouth géant, avec j'en sais rien moi, une tortue géante, avec pourquoi avoir à attendre la fin du film, risquer la vie de tout le monde, et la mage d'un seul coup dit ah bah tiens, si j'essayais de ma carte numéro 3, le serpent géant qui nique tout le monde. Je la comprends. Mais... Pour défendre le film, il vaut mieux utiliser ta carte quand t'as aussi ta carte Excalibur avec quand même. Ça marche mieux. Non mais après je suis d'accord, bon, si on veut rentrer dans le truc, on rentre dans la franchise dans le sens où il y a des choses qu'on ne sait pas, on sait pas combien il reste de mages, on sait qu'ils ont été purgés ou des choses comme ça, donc et c'est des choses où t'as vraiment l'impression qu'on te fait un petit peu des clins d'œil parce qu'on va y répondre dans le numour 2. Parce qu'on a vu Merlin, mais on sait pas, et effectivement on a vu Merlin rapidement, on voit ses bras qui forgent le Excalibur. Tout à fait. Mais il y a des choses effectivement qui restent un peu sans réponse. Je dirais pas par contre que c'est incohérent. Je crois que la franchise avait prévu 6 films sur ça. Ouais. Et vu comment ils se chient totalement aux États-Unis, le second truc, outre le podcast que j'ai écouté avec Guy Ritchie, j'ai vu qu'ils se prenaient des critiques négatives de partout. Et moi, contrairement à toi, Baptiste, moi je ne vois pas pourquoi ils s'en prendraient autant plein la gueule que ça, parce que vraiment par contre je trouve que c'est un film très correct qui m'a totalement diverti, musique magnifique. On dirait Merlin sur Direct 8 quand t'as rien à branler le alors dimanche là, et que tu tombes sur Direct 8. Mais non, mais le production design de tout ce film n'est pas Mortal du Merlin. Kombat, c'est ça le design. Moi je le compare dans ma tête à la Grande Muraille et à Alien Covenant, et du coup je me dis que oui, c'est plutôt un bon film en comparaison. Oui. Voilà. Exactement, mais moi j'espère qu'il va connaître le destin de Warcraft, qui n'a pas marché aux États-Unis mais beaucoup marché en Europe,
et surtout en Chine. Et j'espère que ce film va beaucoup marcher en Chine pour que, quand même, il puisse faire une suite, tu vois. Sachant que moi, effectivement, si je le compare à Warcraft, je préfère ce film à Warcraft, tu vois. Mais je suis conscient que ces défauts sont présents, mais gros moment de plaisir quand même au cinéma, avec le bonus de me dire que en 3D, et du coup je lui mets le 0,5 en plus, parce qu'en 3D je pense que ça doit être vraiment meilleur, tout simplement. Est-ce qu'on peut évoquer les personnages féminins dans ce film ? Allons-y. Parce qu'il y a un personnage de femme forte, pour le coup, qui est la mage, donc, qui sauve la mise, en fait, à tout le monde à plusieurs reprises. Hein. Ouais. Clairement, si elle était pas là, je crois que... Qui joue par, du coup, une Française, là, dont j'ai prononcé le nom tout à l'heure. Je crois que, clairement, si elle était pas là, les autres personnages pourraient pas s'en sortir, hein, et pourraient pas... Tu veux dire dans l'histoire, oui. Ah oui. C'est un peu la clé, en fait. Et après, il y a le personnage, donc, des sirènes, une sorte de démon du mal... une tentatrice en fait. Cela dans Walt Disney. Ouais. Et puis après, ce sont juste des princesses qui sont parquées dans leur chambre avec des robes très colorées et qui n'ont pas leur mot à dire et qui sont juste là pour être instrumentalisées en fait. Et les putes aussi. Ah c'est vrai oui. Qu'on doit protéger. Oui. Que l'on doit protéger des agressions. Des agressions vikings, etc. Et après, soyons clairs, moi, je vais jamais adresser le sexisme d'un film situé dans une période médiévale. Ah oui, tout à fait. J'ai oublié de le dire. Vu la période de la légende arthurienne, évidemment, ça se justifie. Voilà. Oui, donc, mais dans ce cas-là, pourquoi il y a un acteur qui est noir ? Pourquoi il y a un acteur chinois ? Est-ce qu'à l'époque il y avait vraiment je suis pas sûr qu'il y avait des mais après c'est faux hein. Je veux dire ça on dit à l'époque il y avait pas non plus d'éléphants de 400 mètres de haut mais du coup on est dans un autre monde, d'accord, ok. Alors après c'est intéressant que par contre on est dans un autre monde où on garde le sexisme mais on garde pas de racisme, donc c'est assez drôle. Non mais ça dit quelque chose déjà de notre société. Oui, qu'on préfère garder. Mais en fait, c'est marrant parce que c'est vrai que quitte à refondre tout le concept de la chose médiévale, quand est-ce que t'as vu ne serait-ce qu'un film de SF où, là, tout à l'heure même, on avait des choses à redire à Star Wars en termes de sexisme, donc quand est-ce que t'as vu un film de SF ou un film tout court où la femme était l'égale de l'homme ? À part Alien 1 peut-être. Alien 2 aussi. Et Alien 2, oui, bien sûr. Avec le lieutenant... on va dire Alien en général, tu vois. Le personnage principal de Premier Contact, c'est une femme. Oui, c'est vrai. Oui, ouais, effectivement. Non, mais c'est vrai que sûrement on va trouver plusieurs films où, quand tu as une protagoniste femme, tu ne vas pas voir, en tout cas beaucoup moins de sexisme. Mais ça, c'est intéressant d'avoir un film où une femme n'est pas la protagoniste, mais quand même, il n'y a pas de sexisme, tu vois. Parce qu'en fait, on va toujours se servir de la femme comme la personne à sauver, etc. Faire valoir, ouais. Intéressant concept. Après, moi, il y a aussi ce concept-là de vouloir absolument... Et après, je comprends qu'il ne faut pas invisibiliser les minorités, je suis le premier à lutter contre ça, mais c'est un épisode de Glee, quoi, ce film. T'as le chinois qui fait du kung-fu, t'as le noir, t'as la blanche, t'as le blanc. C'est un épisode il manquait juste l'handicapé sur son fauteuil roulant qui tire à l'arc, quoi, pour que ce soit vraiment voilà, tous les quotas sont respectés, c'est bon, on aura aucune communauté au cul, tout va bien. Et ça c'est le système de production américain, quoi, parce que justement au contraire, s'ils en avaient pas, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut refaire là un film médiéval? Genre, moi, j'arrive, je dis, mais les gars, j'ai envie de vous faire un nouveau Robin des Bois ou je sais pas quoi. Bon, laissez-moi tranquille, il y aura que des mecs blancs. Comme à l'époque. Ouais, voilà. Et on va pas faire semblant. Et alors, parce que c'est ça le problème, c'est que même du temps de Kevin Costner, il y avait Morgan Freeman qui jouait le mort. Qui était d'ailleurs. Mais en plus, c'était l'une des rares premières fois d'ailleurs où il y avait le concept de on va ramener des gens noirs qui vont jouer les morts à l'époque, et c'est une trop bonne idée, tu vois. Mais c'est intéressant parce que est-ce qu'on peut aujourd'hui faire un film à gros budget sur une période où on n'est pas censé voir d'autres ethnies que des blancs? Areski, ça marche à condition que la période dont tu parles s'inscrive dans une
totale réalité. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est-à-dire que dès l'instant où tu rajoutes de la magie dans ces périodes-là, autant rajouter des noirs, des chinois, des homos. Voilà. Mais par contre, laisser les femmes à leur place. Et par contre, laisser les femmes à leur place. Alors, non, mais ça montre qu'il y a une priorité dans la lutte pour les réalisateurs, du coup. Non, mais c'est drôle parce que si je posais la question de quand est-ce que tu as vu un monde fictif dans un film où les femmes étaient les égales des hommes, c'est parce que en fait, il faut vraiment créer ce monde-là aussi. C'est-à-dire que tu comprends que là, on sort du coup tout de suite de tous nos référents. De tout. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, la filiation entre les rois, du coup, il peut y avoir une reine. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut tout réinventer. C'est-à-dire qu'en fait, on est là, on dit non, mais en fait... Mais ça, tu peux pas le faire en 2 heures de film. Si tu le présentes, ou alors faut que ce soit le sujet du film, mais... Si tu présentes tout de manière à ne pas expliquer forcément les choses, tu peux dire non, mais voilà, ça c'est la reine, et c'est vrai que quitte à refaire un truc de King Arthur, c'est vrai que pourquoi pas avoir eu une Arthura, tu vois. Un truc comme ça. Arthura, la légende d'Excalibur. C'est nul. Mais oui. Non, mais ceci dit, oui, je vois totalement le fait qu'on choisit ce qu'on veut bien avoir. Mais disons qu'ils vont plus avoir de problèmes avec les assauts ethniques que sexistes, en fait. Regarde Dune. Il l'avait fait, hein. En 2h30 de film. Il crée un univers totalement nouveau où t'as toute une civilisation qui est entièrement matriarcale, avec les mères, tu sais. Tout à fait. Il le faisait sans être plus explicatif que ça, quoi. Oui, mais oui. Et ça marchait. Oui, non, mais bien sûr, mais c'est-à-dire qu'en fait, il faut que tu présentes tout comme ça se passerait, mais ça veut dire penser à un autre monde déjà. Non, mais ça veut dire que aussi, effectivement, c'est peut-être pas ce que tu as envie de faire à la base. Bon, là, c'est vrai qu'on va loin quand même pour ce film King Arthur, mais bon. D'ailleurs, on n'a même pas donné nos miams. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire en plus sur le roi Arthur ? Non, vas-y. Vraiment, les musiques géniales quand même. Les musiques géniales. J'allais souligner ça. Un travail sur le son. Et super, je suis d'accord. Énorme. Mais vraiment, c'est... Bon, après, nous, on l'a vu en Dolby Atmos, mais vraiment, le son était excellent et vraiment, c'est travaillé. C'est-à-dire que on l'entend respirer, haleter dès qu'il a fait un effort ou des choses comme ça. On entend la Excalibur traîner sur le sol et c'est vraiment très, très travaillé pour justement te donner un effet d'immersion, mais aussi il y a un effort qui est fait, il me semble, dans la narration aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, t'as cette espèce d'impression d'être isolé, comme Arthur parfois peut être isolé avec ses décisions à prendre. Souvent, on entend moins l'extérieur, en fait. Je voyais plus ça comme une volonté de rendre, à travers les sons, l'âpreté du monde, de ce monde-là, si tu veux. Aussi, avec le côté agressif, tout est agressif à l'époque. Ouais. Tu risques de te faire poignarder dans un coin de rue, même les sons te pénètrent, tu vois. Ouais. Ils sont sourds et... Non, on pourrait juste souligner la présence d'Eric Bana, qui joue dans Uther Pendragon, le père. Très père poétique ce moment d'ailleurs, où il se transforme en roche. Ouais. Je trouvais ça très poétique. J'adore Eric Bana en roi, en fait. Ça lui va bien. Hein. Ouais, ça lui va très bien. Et pareil, d'ailleurs, Jude Law, ça lui va très très bien de porter des couronnes, des choses comme ça, depuis The Young Pope, là. Des armures aussi. Jude Law, ça lui va très très bien de porter des couronnes. Je pense qu'il devrait faire que ça. Elle est drôle, cette phrase. Voilà. Moi, je mettrais 3,5 miam. Pour n'importe quoi. Si. Gros divertissement. J'avoue que franchement, si j'avais une télé 4K aussi, je me serais acheté avec plaisir le Blu-ray pour le regarder chez WAM en 3D. Parce que je suis pas assez riche pour l'acheter. Bon, t'es dentiste. Tu fais 2-3 prothèses et puis voilà. Voilà, bien sûr, c'est aussi simple que ça. Je vais mettre 3,25 miam. C'est moi ou tu t'avais dit que tu mettais 4 miam? Ah non, la dernière fois j'ai dit 3,5. Ah oui, d'accord. Et tu viens d'enlever 0,25? Puis j'enlève 0,25 parce que le scénario est oubliable et parce que... c'est un bon divertissement. Moi je mets 2 miam. Et c'est uniquement pour les dorsaux de Charlie Hunnam. C'est un miam par dorsal ou... Ouais, exactement. Et puis parce que Guerrici, tu sens qu'il a vraiment voulu rentabiliser la musculature de son acteur. C'est-à-dire que dès qu'il peut enlever le t-shirt, il enlève le t-shirt. Après, c'est appréciable. Ça, c'est vrai, ça aussi. Putain, c'est ce genre de scène-là, comme ça, dans le cinéma, je veux dire, un certain moment, ça suffit. Les Marvel, il y a que ça, tout le temps. Les gars, ils se sentent obligés de changer de t-shirt, tu sais, en plein milieu de l'apocalypse. Sauf que le corps, ça va, hein.
soit pour les meufs ou pour les mecs, ça vend. Bah non, c'est la différence entre prendre une photo d'un vrai McDo et prendre une photo d'un McDo qui a été dopé verni, avec du plastique, ouais. Avec du plastique, tout ça, voilà. Lequel t'as envie le plus de côtoyer, de manger De côtoyer. Baptiste, il a des McDo à côté de lui qui caressent pendant qu'il regarde la télé. Ben oui. Moi, je préfère caresser celui de la photo que celui que je trouve en vrai au McDo du coin. Intéressant de se dire que c'est assez empreint de problèmes aussi des studios américains, quoi. Même si t'es un auteur, c'est quand même, Guy Ritchie, c'est un auteur. Enfin, tu reconnais sa patte. Enfin, on peut pas dire que c'est un mec qui peut être substitué par n'importe qui pour faire le même film. Forcément, le film aurait totalement été différent. Donc, il y a au moins ce bonus-là. Mais malgré ça, tu sens qu'il y a des choses où il a dû dire, ouais, bon, ok, d'accord, ouais, bien sûr, ouais, on va montrer ses biceps. Ok, on va faire ça, on va mettre des femmes à sauver. C'est sa patte, mais il se répète tout à l'heure. Tu disais de parler de ses blagues, mais parfois, t'as envie de lui dire... papa, t'as déjà raconté cette blague depuis que je suis gamin au moins 13 fois, quoi. Je suis d'accord. et c'est pour ça que ça, pour le coup, je l'ai dit, j'ai pas spécialement apprécié ces zones-là. Enfin, je parle juste de quand ce sont des dialogues. Avec les flashbacks très rapides, tout ça. Voilà, quand on l'a vu dans Sherlock Holmes, on l'a vu plein de fois. Enfin, c'est surtout, oui, voilà, des trucs à la Snatch ou la arnaque rimée botanique. Et c'est vrai qu'en termes d'inventivité, autant dans Sherlock Holmes, il y avait des trucs nouveaux, il y avait des trucs intéressants, genre, tu sais, Là, je dirais que le truc intéressant, ça va être les montages, parce que moi, j'ai beaucoup aimé les montages. Mais bon, ça reste un truc classique, quoi, le montage. Il n'y a pas eu non plus d'effort ouf de mise en scène. C'est pour ça que c'est pas non plus un très bon film, ni un très bon Guy Ritchie, mais voilà. Un petit côté Tortue Ninja dans l'armée du méchant, donc les culottes noires qui sont des sortes de fantassins masqués. Ouais. Ça fait penser un peu à tous ces figurants anonymes dans les Tortues Ninja, voilà, qui se font dérouiller par les tortues. Ça pourrait faire penser aussi à... Alors, justement... Aux Power Rangers. Voilà, aux méchants de Power Rangers. Aussi dans le truc de ça suffit aussi d'avoir des gens qui n'ont plus de visage, des Stormtroopers à tuer comme ça sans avoir de vrais gens en fait derrière. Et d'ailleurs, bon, juste rapidement pour parler des scènes avec d'utilisation d'Excalibur, trop de 3D pour la seconde, notamment. Celle qui, quand il contrôle vraiment ses pouvoirs avec Excalibur, on voit qu'il est fait en 3D, et ça je déteste par contre. C'est-à-dire que la scène, je la trouve plutôt bien, et toi t'étais trop fan PJ, je te voyais à côté, t'étais en train de faire trop bien. Et je prenais du plaisir à voir la scène, mais c'était Matrix Révolution, c'était Matrix Reloaded, tu sais. Oui. Tu voyais que c'était une image de synthèse, et je suis désolé, mais ça coûtait vraiment rien de le filmer juste tout seul devant un fond vert à faire n'importe quoi et tu l'incrustais. Tous les autres, tu peux les mettre en image de synthèse, surtout que tous les autres n'ont pas de visage, justement, comme tu le disais. Mais lui, non, moi, je veux voir un vrai gars. Et ça, c'était pas le cas, et ça, c'est vraiment dommage, parce que bon, cette espèce d'idée de force incroyable avec Excalibur, tu sais, bah justement, voilà, c'était côté Matrix, côté Man of Steel, il y a la kryptonienne Ursa qui faisait ça. D'ailleurs, c'était beaucoup plus maîtrisé dans Man of Steel, je trouve, quand elle se battait à la super vitesse. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on revoit pas ça dans Batman vs Superman, dans tout ce que tu veux? Cette scène, c'était génial. Pourquoi est-ce qu'on voit pas des gens qui se battent comme Son Goku se battrait, tu vois? Non, mais c'est vrai. Le mec, il a la super vitesse et la super force, et à la place, ils font rien dans les films. Bref, voilà. Young men came from hunting, faint and weary. What is that, my lord, my dearie? Oh, brother dear, let my bed be made. Right field bright of the woody nightshade. Est-ce que vous avez vu d'autres films dernièrement dont vous voulez parler? Je pense qu'on a tous les trois vu Alien Covenant. Voilà. Donc on va enfin en parler. Ça va? T'es content?
film de Ridley Scott qui était la suite donc de Prometheus. Ridley Scott qui a un peu torpillé aussi dans la presse le Alien 5 qui devait être fait de Neil Blomkamp avec Sigourney Weaver et Michael Biehn. Quel dommage. Et genre il l'a un peu torpillé en disant oui mais il n'y avait jamais eu plus de 10 pages de faits, etc. Mais j'avais plus l'impression qu'il disait ça pour attaquer ou pour défendre le fait que ce soit plus Alien Covenant qui soit sorti avant, tu vois. Au lieu juste de parler de son film pour en faire la promo et d'arrêter d'abattre une autre idée de film. Surtout que bon, perso, Prometheus, voilà. C'est-à-dire que même si au niveau de la mise en scène c'était très beau, assez grandiose, l'histoire elle-même, elle était inadmissible. C'est-à-dire que là, en termes de cohérence de tout ce qui se passait, c'était pas possible. Et pour moi, Alien Covenant, c'était la même chose sans le grandiose de la mise en scène. C'est-à-dire pas bien. Je sais pas pour vous, mais moi, je mettrais, on va dire, 2 miams. Ce qui est déjà pas mal. Ouais, ce qui est pas mal, parce que quand même je révère l'univers alien, le fait que ça cruisait. Il y avait quand même des pistes intéressantes. Je vous laisse dire vos miams, mais ensuite on va peut-être parler directement en full spoiler de ça. Qu'est-ce que vous avez pensé déjà de Alien Covenant ? Déjà, le problème c'est qu'il y a trop de personnages qui décident d'aller aux toilettes ou d'aller prendre des douches en situation de danger. Et du coup on se trouve un peu dans un film d'horreur de série B, base, et on s'attend pas trop à ça en fait, on s'attend à des réactions plus cohérentes de la part des personnages, donc ça c'est un premier problème. Et ensuite je dirais que il y a comme un épuisement de la franchise dans le sens où on retrouve des situations qui étaient déjà dans les Aliens précédents, donc on peut spoiler tout de suite. Non. D'accord. Mais ensuite on discute. Bon, donc voilà, il y a des choses qu'on a vues et revues et il y a pas de nouveauté, ça peine à se renouveler. Du coup, je dirais 1,5 moi aussi. Ouais. Ok. Baptiste. Écoute, moi je rejoins l'avis de Pêche dans l'idée d'un épuisement total de cette franchise. Je donne 2-3 exemples. Le coup de la tempête qui empêche les communications, déjà vu. Le coup de tu viens de te faire agresser par un monstre, t'as autre chose à faire que d'aller prendre une douche, quoi. Non mais c'est vrai, c'est juste insupportable. À quel moment le scénariste se dit là mon scénar est plausible et les gens vont me suivre? Non, c'est pas plausible du tout, quoi. C'est vrai que le gros truc c'est que au final ce film là, Alien Covenant, c'est devenu déjà c'est Alien. Enfin, c'est comme Alien 1, c'est Alien 1. On arrive sur une planète, on refait Alien 1, voilà. Mais avec un peu plus de gens. Et voilà, on change un peu à peu près le contexte, mais à peine. Et c'est plus un slasher movie, mais sans en être un vraiment. Dans le sens où en fait, tu t'assois et tu attends que les gens se fassent tuer. Et c'est tout. Et c'est ça le truc le plus important aussi, c'est qu'il y a aucune... C'est-à-dire que moi, un slasher movie, il n'y a pas de souci. Moi, je peux m'asseoir devant un slasher movie. Moi, j'adore. Mais qu'est-ce qu'il me faut pour un slasher movie ? Il me faut des kills superbes. Il me faut fais-moi rire, fais-moi peur avec fais-moi des gars qui sont, je sais pas, crochetés et envoyés en l'air par l'arme du méchant. Je sais pas, quelque chose de nouveau en tout cas. Là, c'est un alien qui tue comme d'habitude, comme un alien, c'est-à-dire il arrive, il te mange, il part, il te mange, et voilà, bon bah ok, d'accord, au bout d'un moment, il va me falloir quand même me faire ressentir quelque chose quand même dans ton film, c'est-à-dire que, je sais pas pour vous, mais moi les personnages, comme assez rapidement on se rend compte aussi qu'ils vont tous mourir, on n'a pas trop le temps de s'attacher quoi. Il n'y a pas d'enjeu. Combien de miams Est-ce que... Dis-moi, pardon, je t'ai interrompu en plein milieu, mais tu peux continuer à parler du coup et nous donner tes miams aussi, avant qu'on rentre et qu'on désosse le film en entier. Je donne un miam pour les effets spéciaux qui sont quand même pas mal, et parce qu'on voit beaucoup la bête quand on va voir un alien, on a aussi envie de voir la bête. Là, il y en a plusieurs, mais un miam parce que le scénario est nullissime, vraiment. Je dis, c'est une redite de Alien 1,
Je ne comprends pas. Il y a des producteurs qui devraient être là pour dire, écoutez, ça on a déjà vu, ça, il faut innover, il faut donner de nouvelles idées, il faut qu'on soit innovant, il faut offrir quelque chose de nouveau aux gens. Et personne, j'ai l'impression que personne n'a fait ce boulot-là. Voilà. Mais je sais pas si les gens veulent faire ce boulot-là, au contraire, ils préfèrent jouer la sécurité. Tout à fait. C'est-à-dire donner du déjà connu aux gens pour non, pour leur rappeler les gens ils se disent plutôt, les gars, on sait que ça marche, on va pas commencer à faire autre chose. Hein. Ben oui, ça veut dire quoi? C'est la mort de l'imaginaire. Et oui, mais c'est pas eux qui sont les artistes, tu vois ce que je veux dire? Enfin, ces décisionnaires-là, après, tu sais, c'est un peu non nuancé de parler de ça comme ça, mais bon. Ridley Scott, c'est un vieil homme qui se fait dessus, et là, il se fait dessus pour la fois de trop. J'avoue que... Non, mais en fait, je me rappelle... Je vais diminuer ma note, parce que je crois que je me rappelle d'une discussion qu'après on a eu, après la séance avec PJ, je m'étais énervé, en fait, contre le film. Je crois que c'est un miam, je vais mettre un miam, parce que je crois que je vais essayer de me réénerver un petit peu, parce que vous allez voir que ce film, c'est quand même... Si tu le décomposes bien, c'est quand même vraiment nul, quoi. Oui. Ok, donc à partir de maintenant, on va... Voilà, du coup, 1 miam, 1,5. 1,5. Donc un miam, quoi. La première chose à décomposer... Alors, spoiler, partie spoiler. Ouais, alors n'écoutez plus Alien... Enfin, même écoutez quand même Alien Covenant, parce que n'allez pas le voir. N'allez pas le voir. La première chose qu'il faut décomposer, parce que c'est ridicule, c'est le twist. Le twist de fin. Ah, mais tellement. Qu'on voit venir à 6000 km. Qui veut que c'est le mauvais Android qui est monté à bord, quoi, tout simplement. Ouais. Et ça, mais c'est en fait, je pense que c'est un problème de mise en scène, mais à aucun moment aucun moment on a de doute. On a vraiment de doute, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on nous cache la scène de combat entre les deux androïdes, la fin de la scène de combat. Donc on sait qu'il veut nous donner le doute. OK ? L'android monte. Et on sait que l'Android nouvelle génération cicatrise tout seul. Or, lui, il a une cicatrice. Donc, on sait que c'est pas lui. Terminé. D'ailleurs, entre parenthèses, si nous, on le sait en tant que spectateur, je sais pas pourquoi une putain de meuf d'un équipage qui a un Android à bord et qui est censé quand même connaître son Android, enfin, bon, admettons qu'elle connaisse pas, bon, elle sait qu'il est censé quand même se réparer tout seul. D'autant plus que sa vie est en jeu. Et quand ta vie est en jeu... C'est le genre de détail que tu laisses pas de côté, quoi. Pas un seul instant. Que tu le fais monter à bord, tu t'assures, quitte à le mettre à poil s'il faut, surtout que c'est Michael Fassbender, à poil. Mais quitte à être sûr et certain que tu t'es pas trompé. Non, mais mec, même dans le doute, je lui mets une balle dans la tête. Ah bah remarque. Mec, si je doute, c'est pas grave, j'ai un grippin en moins. Oui, c'est pas grave, bah, on a raté un Android. C'est pareil, quoi, tu vois. T'as raison. Et le truc. Et on pourrait continuer en disant que le capitaine de l'expédition est quand même stupide au point de mettre la tête au-dessus d'un œuf extraterrestre, parce que qui le lui conseille? Une personne qu'il suspecte d'avoir effectué de connivence avec les aliens. Voilà, en tout cas d'avoir voulu communiquer. Il y avait des trucs intéressants sur ce personnage, parce que ce personnage... enfin, en tout cas, j'avais l'impression que ce film allait dire des choses intéressantes sur la religion, etc. Non. Parce que le capitaine est quelqu'un qui croit en Dieu, et tout de suite on adresse ce problème entre guillemets du fait que ce soit quelqu'un qui ait la foi, et même quand les choses vont mal, à un moment la protagoniste se tourne vers lui et lui dit on va avoir besoin de votre foi. En gros, je me suis dit à un certain moment ça va être une analyse de ce qui n'est pas raisonné, mais qui construit en nous cet espoir fou que tout va aller mieux, et qui au final peut te motiver quand même à survivre, etc. Et pas du tout. Parce que déjà ce personnage il meurt 4 secondes plus tard après cette scène, et voilà. donc je sais pas, en fait à chaque fois ça commence avec des pistes intéressantes, ça les détruit juste après, et c'est pareil pour la meilleure scène, je pense, du film, c'est la discussion qu'il y a entre les deux androïdes, où, pour moi, voilà, on a le... Attends, c'est la meilleure scène pour toi? Ouais, c'est... Ouais. Avec la flûte? Non, après, quand il parle un peu après la flûte. Pas le truc de la symphonie, mais quand Ça, c'est un peu casse-gueule, hein, la scène de la flûte. Ouais, enfin, il y a des trucs intéressants, même si c'est peut-être un peu grotesque pour la flûte, mais quand il parle, quand il discute après, il y a toute cette discussion du fait que ils sont eux-mêmes la création d'une création,
Et donc, est-ce que ça n'ouvre pas la possibilité pour eux aussi d'être des créateurs ? Il y a des questionnements comme ça qui sont pas mal. Oui, ça je suis d'accord. Mais en fait, c'est quand même bancal par rapport aux réelles actions de chaque personnage. On sait pas trop pourquoi David, d'un coup, il s'est dit qu'il allait faire des expériences sur... Non, en plus, je suis désolé, mais si on part de la base de Prometheus, qu'est-ce que cette conne de lieutenant, comment elle s'appelle là, Naomi Rapace, Shaw, Elisabeth Shaw. Le docteur pourquoi elle le répare ? Elisabeth Shaw, pourquoi elle le répare ? Il a essayé de tuer tout le monde dans le premier épisode, elle le répare, qu'est-ce qui fait qu'une fois qu'il est réparé, il la bute ? Alors en fait, c'est vrai elle mérite de mourir, je suis désolé. Le gros souci de ce film, c'est que c'est la suite de Prometheus. Et que Prometheus, je t'avoue, je ne comprends pas du tout le comportement de l'androïde dans Prometheus. Je ne sais, pour moi, c'est genre un pur bug, quoi. Sauf qu'en fait, c'est jamais adressé dans le Prometheus. On sait pas si c'est un bug vraiment ou... Genre, au moins, si j'avais vu une scène où il y aurait marqué Critical Error et qu'il aurait commencé à mettre des gouttes d'alien dans des verres d'eau et à toucher à des boutons partout, j'aurais fait « Ah, d'accord, ça me semble normal parce qu'il est cassé. » Mais non, en fait, ils te font passer cet androïde pour quelqu'un de totalement... stable et qui fait exactement ce qu'il a été programmé pour faire, sauf que en fait non, en fait il n'a pas du tout été programmé pour faire de la merde, donc je vois pas du tout en fait ce qui se passe. Et puis si tu réfléchis, son obsession c'est de se sentir existant en créant, parce qu'il part du principe que la vraie existence, c'est-à-dire il ne peut être au monde que s'il est à l'image de ses créateurs, un créateur lui-même. Sauf qu'il ne crée rien, il utilise quelque chose qui existe déjà. C'est par exemple si demain je mets dans ton ventre une larve et qu'elle se transforme en papillon, c'est pas moi qui ai créé le papillon, la larve elle existait déjà, tu vois. Oui, en fait, il fait genre un peu de plus ou moins de l'eugénisme c'est-à-dire en fait, il est plus botaniste qu'autre chose dans le sens où en gros, voilà, il cultive quelque chose qui existe déjà. Il fait du bricolage. Et donc et pour un androïde, c'est le genre d'erreur qu'un androïde ne peut pas faire, il sait ce qu'est créé, pas créé, point. Et là, clairement, il crée pas puisque ça existe. Et alors ça aussi, j'ai pas compris parce qu'à un moment, ils sous-entendent que, comme il fait une erreur sur le poème Ozymandias, il dit que c'est Byron qui l'a écrit alors que c'est Shelley, et du coup, je comprends pas parce que est-ce qu'ils essaient de nous dire que du coup, voilà, il est vraiment réellement cassé puisqu'il se souvient pas de ça ? J'ai pas compris ce passage aussi. Un android ne devrait pas faire d'erreur. Oui, faillible, oui. Ben oui, mais je comprends pas comment ça se fait. Comment ça se fait qu'il soit faillible, sur ce genre de sujet-là, quoi. Alors est-ce qu'il serait pas faillible puisque justement il est vraiment devenu humain, ouais, genre conscient. Je vois pas pourquoi en fait. Un android, il a accès à ces terabytes de trucs, quoi. Donc voilà pourquoi. Est-ce qu'il lit pas le bon nom à la fin du poème, quoi. Bien sûr. Je pense que ça va trop vite là aussi pour qu'on puisse extrapoler une vraie symbolique du truc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça le problème avec ce film, c'est que il y a des pistes de symbolique qui peuvent être très profondes, et moi j'adore ça, comme je viens de le dire pour le roi Arthur, tu vois. Mais comme c'est à tout moment il y a des à-coups parce que c'est pas cohérent et ça continue pas dans le bon suivi en fait à chaque fois. Et oui, et c'est ultra plein d'artifices scénaristiques parce que le pire, c'est que tu peux garder tes artifices scénaristiques, mais mieux les faire. Le truc de la tempête, l'orage qu'il y a à cet endroit-là, je suis désolé, les gars, on doit mettre 7 ans pour arriver à notre planète où on doit être colon. On peut rester une semaine, attendre que la tempête se dissipe avant d'y aller. On n'est pas obligé d'y aller maintenant. Je veux dire, qu'est-ce que ça coûte ? Rien du tout. Au contraire, ça rentre même encore plus dans l'histoire du fait d'un équipage qui ne veut pas se rendormir tout de suite après avoir connu une avarie où leur capitaine est mort. C'est un petit peu de temps ensemble, quoi. Pas forcément aller mettre un pied sur une planète qui n'est d'ailleurs à la base pas répertoriée. Moi, la fantasy, je donne beaucoup plus de mou sur la corde. Tu peux faire ce que tu veux, mais quand on rentre dans la SF, c'est qu'il y a une volonté de l'ancrer dans la science. Bien sûr. Donc, dans des propositions aussi de personnages qui sont censés être cohérents, intelligents. Voilà, on te les présente quand même comme un équipage de gens compétents. C'est quand même les gens qui vont recréer une humanité dans une planète qu'on connaît pas. Donc, mais là, personne ne fait preuve d'intelligence, quoi. Aucun d'entre eux n'agit de manière cohérente face à une menace comme ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, au niveau des failles scénaristiques, je suis désolé, en 2 minutes, dans Alien 1, si tu veux, l'alien, entre le moment où il jaillissait de Wallace
Et le moment où il était adulte et commençait à attaquer, il se passait, je crois, 1 ou 2 jours où il le cherchait dans les coursives du vaisseau, tout ça. Il avait le temps de grandir. On voyait même qu'il muait et tout. Là, dans le film, il sort de la poitrine du commandant, qui est dans l'espèce de cave qu'a aménagé David, tu vois. 2 secondes ou 2 minutes après, il a sa taille adulte, il attaque les... Et ça, je comprends pas d'ailleurs, parce que enfin, on est d'accord, ça sort, ça fait genre littéralement 500 grammes. Mais oui. Et excusez-moi, mais qu'est-ce qu'il a mangé? Oui. Pour se créer de la masse, taille. Pour se créer de la masse comme ça. Tu peux très bien étaler ce qui se passe. Pourquoi t'es obligé de les se faire attaquer en 24 heures? Non, tu peux attendre comme dans Alien 1, 2 jours, ok. Il a le temps de, je sais pas, d'aller bouffer des vivres que t'as, ou même un des milliards de colons que t'as dans ton vaisseau, tu vois, qui retrouve des colons qui ont été bouffés et qui se disent putain merde, il va grandir, tu vois. Il y a une espèce de paresse dans ce film de ouf. Je comprends pas pourquoi du coup c'est ce film-là qui a été produit et pas Alien 5. Moi je veux voir le Caporal X et Ripley, tu sais. Moi je veux trop revoir Sigourney Weaver. Alors il y a 2 événements qui sont symptomatiques de l'épuisement de la franchise quand même. C'est le premier, c'est le fait qu'il se débarrasse d'un alien avec une sorte de grue ou une sorte de machine. Ouais. Comme dans le 2, comme dans la fin. Ce qui fait penser voilà à quelque chose de déjà vu. Et puis il y a ce moment de soulagement au sein du vaisseau à la fin entre les rescapés où ils pensent qu'ils sont tirés d'affaire. Et en fait non. Et finalement l'alien est toujours là. Et ça c'est déjà vu aussi dans la série quoi. Et il me semble que c'est déjà le cas par exemple dans Alien 4 à la fin quand ils partent avec le petit vaisseau. Et je me demande même si c'est pas le cas dans le 2. Alors là, j'en appelle à vous. C'est-à-dire, pardon. Cette idée d'être soulagé, c'est bon, on s'en est débarrassé. Oui, dans le 2, ça y est, parce qu'ils croient qu'ils sont. Et en fait, c'est la reine est avec eux. Voilà. Donc, et en plus, techniquement, ils sont pas tout seuls, parce qu'en plus, dans le 3, soi-disant, ils se sont fait attaquer finalement par un, je crois. Mais bon. Et puis, on en a pas parlé, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que la peur n'est plus là, en fait, puisque bon, je pense que c'est le 1 qui est considéré vraiment comme celui qui étant le plus effrayant. Mais par exemple, je pense à Alien 4 de Jean-Pierre Jeunet, il y a cette horreur par rapport aux manipulations génétiques, on est mal à l'aise parce qu'il y a un hybride alien humain, enfin, il y a vraiment quelque chose qui relève de l'horreur. Et bon là, on est juste devant un slasher non, ça fait pas sans horreur quoi. Je t'avais dit il y a qu'une scène à peu près intéressante en termes de mise en scène de comment on se fait attaquer. C'était quand ils étaient dans l'herbe, qu'ils se faisaient attaquer de toutes parts dans le champ de blé, et ça me rappelait quelque chose, mais je savais pas, mais je me disais ça c'était pas mal, tu vois, par rapport à toutes les scènes où lambda à base de je vois une queue passer et tout le monde se fait embrocher, truc de base partout dans toutes les autres scènes. Et ça m'a rappelé du coup le monde perdu, Jurassic Park, le monde perdu, où il y avait les vélociraptors qui venaient et qui brisaient les épis de blé comme ça. Du coup, il y a littéralement vraiment rien d'original. Je pensais pourtant que ça allait être un bon film parce que le générique, tout début, il y avait donc le mec Wayland de Wayland Yutani qui discutait avec David, l'androïde. Il y a cette discussion sur la création, etc. Il y a une vraie tension dans cette scène. Et je trouve qu'il y a non seulement une tension, il y a du charisme des deux côtés, il y a des propos intéressants, mais en plus, il y a un jeu qui est fait avec le générique où apparaissent les noms des gens qui ont donc contribué à faire le film, donc Ridley Scott, etc. Et je trouvais que c'était assez intéressant d'avoir la discussion sur la création avec les créateurs du film qui apparaissent petit à petit et qui étaient vraiment bien mesurés. Je pense que ça a vraiment été fait exprès. Je me suis dit, putain, je pense que au moins on va avoir l'espèce de volonté de profondeur de Prometheus, parce qu'il y avait ça aussi dans le truc grandiose de Prometheus avec la race des créateurs là. Il y avait ce truc de vouloir tacler des sujets très très importants, et ici dans ce film très très rapidement on est arrivé au niveau de Alien vs Predator, vraiment. Exactement, oui c'est vrai, mais c'est exactement ça. Ou de Predators, je sais pas si tu l'avais vu. Je l'ai vu. Avec, je préfère 1000 fois Predators à... Parce qu'au moins c'est fun, tu vois. Predators ne s'est jamais pris au sérieux. C'est vrai. Predators, c'était en mode genre, et si on prenait des tueurs humains sur une planète et pour s'amuser, ce qui est totalement cohérent avec ce que ferait un Predator. Bien sûr. Qui n'est qu'un chasseur, tu vois. Nous, il nous prendrait pas, nous. Oui, non, nous, la cicite. Tant mieux.
Genre, peut-être pour les bébés prédateurs pour qu'ils s'entraînent. Même pas. Par contre, si les auditeurs aiment la flûte à bec, vous pouvez aller voir si vous avez des bons souvenirs de flûte à bec au collège. Si tu vois ce que je veux dire. Si vous êtes fan de Pipo, vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez aller voir Alien Covenant. Il y a une superbe scène de flûte à bec. Pas du tout. Et notamment de composition, d'improvisation à la flûte à bec. Hyper homo-érotique. Et ça aussi, je sais même pas si c'est une vraie scène de composition. Est-ce qu'il a composé dans cette scène ? On n'est pas sûr de ce qui se passe, en fait. On n'est jamais sûr de ce qui se passe. Mais le son de la flûte à bec est magnifique, vraiment, ça vaut le détour. N'importe quoi. Tout est drôle, là. Non, mais il y a tellement d'incohérences. Quand le vaisseau arrive, qui tue tout le monde et que tout le monde est là à accueillir le vaisseau, alors que bon, tu devrais te méfier quand même. Là, je suis désolé, au flashback avec les créateurs, ok. On est en train de parler des gens qui ont créé les humains. Ouais. Plus que ça, ils ont créé peut-être, genre, toute la vie dans la galaxie. Ouais. Et ils reçoivent un vaisseau à eux, qui est du coup probablement qui ne répondait plus depuis des années. Tu vas me dire que les gars ne sont pas capables de les scanner quand ils arrivent, de chercher pour se dire oula, dedans il y a un humain, donc déjà c'est même pas notre race, plus un robot, encore moins notre race. Ouais. Envoyez-lui un petit missile nucléaire s'il vous plaît. Ouais. Surtout que et là je viens d'y penser, ce vaisseau-là vient de la planète où ils testaient leurs armes. Et donc ils savaient qu'il était donc si tu veux, il y a moyen, oui, que ce soit grave, tu vois. Je vois pas du tout le projet du truc, parce que et surtout qu'ils avaient eu des années, enfin non pas des années, mais ils ont eu un certain temps avant d'avoir ça, mais voilà. Et entre parenthèses aussi, quand tu trouves un vaisseau alien, il y a tellement de technologie à forager dedans avant de commencer à toucher des choses organiques. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, ça se trouve, ils ont des moteurs 1000 fois plus puissants que toi. En tant que voyageur interstellaire, je penserais à ça avant de me dire, oui, regarde, il y a des vers intéressants avec des œufs cool. Ouais, plus tard, tu vois. Bien sûr. Après, si vous aimez les cheveux longs, et les cheveux longs notamment chez les garçons, si vous avez aimé les cheveux longs d'Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux, là vous aurez un superbe exemple de belles coupes longues avec Michael Fassbender qui ressemble à s'y méprendre à Viggo Mortensen. Si vous aimez le pipeau, les cheveux longs, allez voir ce film. Faut qu'on m'explique. Ridley Scott, si tu nous écoutes. Tu nous encules, c'est ça que c'est. J'ai eu un lapsus. Ridley Scott, tu nous encules encore de 14 €. C'est ça. Pour ton film en 3D moisi, là. Non, ça a mal se passer. C'était par rapport, tu sais, cette vidéo, tu l'avais vue d'une jeune qui râlait contre Pete Doherty sur Canal+, là. Non. Elle passait au journal parce Pete Doherty avait annulé son concert au dernier moment. Elle a fait une vidéo qui est ultra connue que je te montrerai. Oh, Pete Doherty, si tu nous écoutes, je t'encule. Tu l'as jamais vue? Ah, je te montrerai sur YouTube, elle est géniale. Elle est très vénère, la nana. Ah, on n'a pas parlé, il manquait cet épisode il va être sur Alien Covenant. Bah tu peux mettre c'est un épisode diptyque. Je pense, ouais. Alors il manquait un décor a priori pour Covenant, hein. Il y avait un souci de décor. Donc ils se sont dit pourquoi ne pas utiliser tous les concept art qu'on a fait en préparation du tournage. On les affiche tous dans une salle et ça sera un cabinet des horreurs, voilà. Non mais OK. D'où regarde. Pourquoi ils sont arrivés sur cette planète dans Alien Covenant ? Parce qu'ils ont vu qu'il y aurait même pas à terraformer la planète, parce que il y avait déjà une atmosphère respirable, etc. Ça veut dire que à la base, la planète où ils devaient aller, ils devaient la terraformer. Donc ils savaient rien sur la planète. Ça se trouve, il y avait effectivement des trucs biologiques, etc. Qu'ils allaient découvrir là-bas. Ok ? Ça veut dire que normalement ils ont un protocole en place de quarantaine, donc il y a des germes, il y a des trucs comme ça. Et là, ils arrivent sur une planète sous prétexte que il y a des trucs, l'atmosphère, il y a assez d'oxygène. On y va tous sans aucun casque, en mode c'est sympa d'être sur une planète. Et quand quelqu'un se fait infecter par un truc, ils savent pas, ils perdent tous leurs moyens. Et d'ailleurs, entre parenthèses, il y a quasiment tout l'équipage qui est en bas. Non mais attendez, mais Non, c'est vous voulez pas envoyer un drone, sérieux ? Bien sûr. Vous voulez pas envoyer genre non, je sais pas. T'envoies. J'avais même pas pensé en fait qu'ils avaient un robot. Mais oui, t'envoies le robot, tu fais ça va le prélèvement là ? Oui, on va attendre 40 jours qu'avec toi. Tu fais les analyses du bout du doigt comme ça ? Oui. Mais et puis surtout, il y a pas besoin de tout faire en même temps, genre on est ultra pressé, genre oui, vous deux vous occupez de prendre ces prélèvements là, nous on va monter. Non, faux.
on reste avec vous pendant que vous faites les prélèvements. Et s'il y a quelque chose qui va pas, ben on sera là pour vous. Bien sûr. C'est tout, je sais pas. Non, il y a trop d'incohérences. Après, peut-être que Weyland Yutani, c'est le Lidl aussi des entreprises spatiales, tu vois. Ils ont des gens sous-formés. Tellement bien. C'est l'EasyJet des colons, tu sais. Trop drôle, ça. Tu vis sur quelle planète, toi? Oula, mais toi, tu vis sur la planète dégueulasse, non? Vous avez colonisé avec genre des bouts de bois. Et à côté, t'as les vrais Air France de la colonisation où ils font ça sérieusement, ils sont tranquilles. Non, mais je pense que l'équipage est sous-formé. Ils se pensent astronautes, ils se disent spécialistes, mais c'est dans leur tête, quoi. Alors ça aussi, il n'y a pas eu trop d'efforts à vouloir distinguer les rôles de chacun concernant leur spécialité. Rapidement, on sait qu'il y en a une qui est doc, mais c'est tout. Leur spécialité, c'est d'aller aux toilettes et de prendre des douches, je crois. Tout simplement. Leur spécialité, c'est en plein milieu d'un truc où, en gros, tu es dans un environnement hostile, tu t'extrais de ton groupe pour aller te doucher. Voilà. Pour reprendre ce que tu disais, Baptiste, en fait, c'est pas que c'est incohérent pour quelqu'un qui est intelligent, c'est aussi incohérent pour quelqu'un qui a peur. C'est pas ce genre de comportement qu'on attend. Et donc c'est très très triste. Je préfère 1000 fois voir Alien vs Predator 2 qui est en bonne déconnade à base de petites villes où il y a des aliens et des prédateurs et tous les kills sont drôles, tu vois. Donc je préfère 1000 fois voir ça qu'autre chose. Voilà, tout ce que j'ai à dire. I said my piece. Non, moi aussi, ce film est une purge, une daube. Voilà. Plus une daube du coup que Roi Arthur, puisque toi, je préfère le Roi Arthur. Ouais. Parce que déjà, il y a personne qui se met torse nu dans Alien Covenant. Bon. Est-ce que vous voulez parler d'un autre film ou pas? Vous voulez clore déjà le Alien Covenant? Est-ce que vous avez vu des films dernièrement dont vous voulez parler? Non. Oui, j'ai revu Alien 1 et Alien 2, j'ai adoré. On avait pensé à faire un Alien Premium, peut-être que ça va venir à un certain moment. Ce serait pas mal qu'on se fasse un full Alien, et si on est ultra chaud, Alien vs Predator. Ah non. Ah, j'aime bien, moi je veux bien. Et Prometheus et... Ah non. Je dis les Alien vs Predator. Mais Prometheus, c'est pas possible. Il faudrait que je le revoie, ceci dit. Mais moi, je me souviens d'avoir eu une vision de magnifiques plans, notamment au début du film, et même de ressortir du film en me disant, putain, c'était bien fait, mais mal écrit. Après, je pense que c'est une mise en abîme de la destinée de Ridley Scott, quoi. C'est Ridley Scott est un androïde perdu sur une île déserte qui essaye de créer quelque chose à partir de dessins vieux, de vieux symboles, de vieux. Cela dit, et il essaie, il y arrive plus, ça marche plus. Non mais c'est intéressant. Mais attends, c'est intéressant parce que je t'avoue que j'y ai rapidement un peu pensé parce que je me suis dit, regarde, si tu mets en parallèle Ridley Scott et David, ok. Ouais. David, il prend quoi? Il prend le sport. Ouais. Le sport qui existe, ok, qui a été fait par les créateurs. Le sport qui, et pour moi, il y a rien à améliorer parce que le sport est génial. C'est-à-dire qu'en gros, tu marches les dessus, œufs servent à rien. T'es mort. Tu marches dessus, t'es mort et en plus tu le vois même pas autour. Bien sûr. Vois. Silencieusement. Et pour moi, ça c'est Alien 1. C'est-à-dire qu'en fait, il avoue que lui-même, c'était un des créateurs dans Prometheus qui a fait le sport. Et il fallait pas le toucher, il fallait rien faire de plus, sauf que il est en train de dire que tout ce qui s'est passé après, c'était des gens comme David, et lui-même y compris, qui essayent de reprendre le truc pour au final faire plus ou moins la même chose, mais moins bien. Et pour tuer des gens, et pour refaire littéralement Alien 1, dont c'est lui le créateur aussi, donc c'est assez... C'est genre le serpent créationniste qui se mord la queue, en fait. Ouais. Parce que tu pourrais très bien se voir ce film comme une critique de... Cesse de vouloir faire mieux, et abandonne la franchise, ça y est, ça a été fait. Le sport est génial, Alien 1 est génial, bon, Alien 2 aussi est génial aussi, mais tu n'as plus rien à raconter sur un Alien, c'est pas grave. Oui, fais autre chose. Va le mettre dans sur une vraie planète, par exemple. Qu'est-ce que ce serait avoir un alien pas isolé quelque part? Ok. Une pandémie, genre comme un truc de zombie, mais avec Alien. Ce qui était d'ailleurs dans les Alien vs Predator 2. Oui, quelque part, même si c'était là encore circonscrit à une seule ville, un seul village, mais... Il y a un côté arien chez l'androïde, tu vois. Donc, il y a un côté homo-érotique arien, tu vois, c'est ce que je préfère en général, les pornos gays racistes, j'adore.
Non, si, c'est ça, tu sais, tu sais, il embrasse l'autre androïde qui est blond comme lui, si tu veux, et il lui dit, viens créer avec moi une race expurgée de la viande, tu vois, il lui dit... on reste dans le truc du botaniste, de l'eugéniste, qui veut ne garder que les souches qu'il aime. Voilà, c'est Adolf Hitler chez Truffaut, quoi. La Jardiland. Mais il a raison, je veux dire, il peut faire ça. Il décide de faire ça. Mais la question, c'est pourquoi, en fait, parce que je sais pas pour si se venger de son créateur. Parce qu'en fait, je comprends pas d'où vient exactement ça. Mais il a été créé par la viande, du coup, il veut tuer la viande pour s'émanciper. Parce que, au moins, il tue le père, il tue la viande. Que je pourrais comprendre le fait que, regarde, il a vu le créateur, donc le gars de Prometheus, tuer Weyland. Donc il se dit, moi du coup je ne suis pas intéressé par là d'où je viens, mais ce que je peux créer, mais ouais, je sais pas exactement en fait. Parce que qui a créé les ingénieurs, tu vois? Ouais, voilà, les ingénieurs. Il aurait pu chercher, tu vois. Ouais, mais après, tu vois, c'est intéressant comme formulation de se dire, ouais, non, c'est intéressant que l'androïde n'est intéressé que par créer et pas par là d'où il vient. On en revient au final c'est le mythe du héros aussi, c'est le roi Arthur aussi, ça, tu sais, il y a toujours cette dichotomie de est-ce que tu préfères penser à ton futur ou penser à là d'où tu viens, mais au final tu as besoin de savoir de là d'où tu viens pour assurer un futur correct, tu vois. Mais là, il est tellement vague ce personnage que... Parce qu'en plus, on nous rajoute aussi le personnage de Weyland, et j'aurais beaucoup plus aimé avoir un truc sur Weyland, tu vois, pour aussi m'éclairer sur David, mais je sais pas. Voilà. Enfin bah, c'est de la merde, allez pas le voir. Passez du temps avec les gens que vous aimez, serrez-les dans vos bras. Et... Jouez de la flûte aussi. Faites de l'eugénisme aussi. Sélectionnez des partenaires sexuels qui vous ressemblent. Bon, on va s'arrêter là. Cet épisode est très très bizarre, je sens que je vais passer 1000 heures à le monter et à rien garder en fait. Bon allez, bisous à tous. Bisous. Au revoir. Salut. C'est nimp. Tu vas galérer. C'est nimp. Tu vas tellement galérer.